Pour beaucoup de gens, l'image de la nature, c'est d'abord une image de lac. De fait, on compte près de 1 million de lacs au Québec. C'est énorme. Mais les lacs qui sont vraiment accessibles sont finalement peu nombreux parce que la grande majorité des lacs sont situés dans le nord du pays, dans une zone plutôt froide et surtout loin des grands centres urbains. Dans les zones habitées, les lacs près des plans d'eau sont très convoités. Les pressions sur ces lacs sont alors de plus en plus fortes. C'est pourquoi nos plans d'eau se dégradent à vue d'œil. Alors, si vous rêvez d'un lac tranquille, d'une belle eau pure, d'un endroit calme pour vous ressourcer, votre rêve est grandement menacé par un mal insidieux qu'on appelle l'ignorance. Les gens pensent que le lac, c'est la cuvette pleine d'eau là, qui est en face de nous autres, et c'est pas ça du tout. L'eau que l'on voit dans une cuvette n'est que le résultat d'un énorme bassin qui est terrestre, mais dans lequel il y a des millions de rigoles, de ruisseaux, qui sont directement branchés sur le lac. Le lac, je compare ça comme un gros cœur, dont le réseau sanguin, c'est vraiment l'ensemble de ces rigoles, de ces rivières qui le nourrissent continuellement. Puis, c'est constitué en 4 parties, ce cœur-là. Il y a 2 parties qui sont aquatiques, dans l'eau, ce que le monde appelle le lac. Mais là, vous allez comprendre que le lac, c'est beaucoup plus que ça. Et les 2 autres parties sont dans la zone terrestre qui vont nourrir ce cœur-là. Alors, dans la partie aquatique, la première zone, c'est la zone profonde. Ça, c'est une zone d'eau qui est froide, qui est fraîche et qui sert de réserve de nourriture, réserve de fraîcheur à l'ensemble du lac. Ce cœur-là, il est entouré de ce que j'appellerais le gros muscle cardiaque, c'est la bande littorale. Dans l'eau, sur le bord du lac, ce qu'on appelle la zone des eaux peu profondes. La bande littorale, c'est une bande extrêmement importante dans le système cardiaque que je vous décris parce que c'est lui qui va fournir d'abord l'oxygène. On appelle ça la pouponnière, nous autres. Le bord, là, tu sais, ce que les gens appellent la plage, là, puis tout ça, là, jusqu'où il y a du soleil, jusqu'où il y a des plantes aquatiques, là, cette bande-là, c'est une bande qui est sacrée. Il faut faire très attention parce qu'on calcule que 80 % des êtres vivants qu'il y a dans un lac vont passer leur prime enfance dans ce coin-là. Parce que c'est là qu'ils trouvent la nourriture, parce que c'est là qu'ils trouvent l'oxygène, c'est là qu'ils trouvent des refuges en dessous des plantes, en dessous des roches, OK, quand ils sont tout petits pour pas être pris par les prédateurs naturels. Alors, c'est une zone qu'il faut absolument protéger. Pour qu'on comprenne d'ailleurs l'image du cœur, moi je dis toujours, un lac, ça fait 2 pulsations cardiaques par année. Une au printemps, puis une à l'automne. Et c'est pas rien qu'une figure de style, c'est réel. L'eau, par un principe thermodynamique qu'on appelle à cause des différences de température, l'eau va partir d'en haut au printemps et va descendre complètement au fond et l'eau du fond va remonter. Alors, il y a un brassage complet, le brassage printanier, puis à l'automne, la même chose. Je connais le lac depuis l'âge de 2 ans. J'ai passé mon enfance dans un hôtel qui autrefois était comme une pension de familiale. Et on a fait toutes nos activités d'été, c'était ici. Alors l'eau, ça nous concernait beaucoup.
Et quand on a eu l'occasion de construire, on avait déjà 4 enfants. Les enfants ont appris à vivre sur le bord de l'eau. Donc, il fallait leur montrer à nager, il fallait leur montrer à se servir d'embarcation. Et c'est comme ça qu'on a découvert que le lac, à un moment donné, était vraiment pollué. On ne s'abreuve plus dans nos lacs. C'est effrayant. Au Québec, nous avons la zone la plus concentrée de lacs au monde. Avec le nord-ouest de l'Ontario, il y a une petite partie de la Scandinavie. Nous avons un privilège phénoménal. Nous avons de l'eau douce, belle, partout. Nous avions de l'eau douce et belle partout. Parce que dans le sud du Québec, pour les 4 à 5 000 lacs, c'est difficile à définir, mais les 4 à 5 000 lacs qui sont vraiment accessibles à l'être humain, aux Québécois vivant dans le sud du Québec, on ne peut plus prendre de l'eau potable. Les gens avaient tous, on le sait, des pointes dans le lac, et vous avez peut-être connu ça, et ça serait maintenant être inconscient. Et je trouve ça extrêmement dramatique. C'est pas possible qu'en l'espace de 30-40 ans, on ait pris des lacs qui ont 10 000 ans dans le corps et on a dégradé à un tel point l'écosystème du lac qu'on puisse même plus boire l'eau. Ça me semble vraiment une erreur de jugement qu'on a fait là, en l'aménageant. Les enfants se baignaient dans le papier de toilette. À ce point-là, oui, oui. Puis on ne pouvait pas rentrer les maillots de bain de nos enfants. Ça sentait trop mauvais. Ça sentait le poisson pourri. Les hôtels déversaient et le village déversait ses égouts dans le lac. L'été, c'était toujours plein, ces hôtels-là. Alors, ça s'en allait dans le lac. Les gens ont pris conscience par les installations septiques. Ils ont pris conscience qu'on polluait énormément en s'établissant sur le bord des lacs sans bien contrôler l'évacuation de ces eaux usées. Et il s'est créé, à partir de fonctionnaires très, très conscients et consciencieux, il s'est créé une série d'associations. D'abord, ça partit des Laurentides et ça s'est étendu à l'ensemble du Québec. Ça a monté jusqu'à 600 associations de lacs, dans lesquelles étaient engagés plus de 110 000 bénévoles, qui, eux, influençaient près de 1 million de villégiateurs ou de riverains ou de vacanciers par les connaissances qu'ils avaient. Et il y avait une équipe de fonctionnaires reliés à l'environnement qui s'appelait le Programme des lacs. C'était absolument extraordinaire, c'était unique en Amérique du Nord. Les États américains, les provinces voisines venaient s'informer comment... Et c'était l'organisme qu'on appelait FAPEL. Et grâce aux interventions qu'on a faites en 61, 62, ça a vraiment provoqué une réaction pour les municipalités partout autour de la ville de Montréal, partout. On a commencé à parler de ça de plus en plus, mais on a le droit d'être fiers, je pense, d'avoir participé, d'avoir créé, d'avoir poussé un mouvement aussi important que ça pour nos lacs. Je dirais que la moitié de nos lacs, certainement, sont encore d'une très bonne qualité. Il y a un autre tiers qui est de moyenne qualité, si on peut dire ça. Et on a un 10-15 % de nos lacs là, qui sont eutrophes, qui sont hautement eutrophisés, c'est-à-dire qui sont très riches en éléments nutritifs. Un lac qui est très riche en éléments nutritifs va être plus dépourvu d'oxygène. Alors, ces lacs-là ne pourront pas avoir des populations de poissons qui ont besoin de hautes concentrations d'oxygène, comme les truites, par exemple. Toutes les salmonidés, en fait, ont besoin des teneurs élevées en oxygène. Et ça, on ne retrouvera pas ça dans les lacs eutrophisés, ça c'est certain.
Les lacs au Québec sont sujets à plusieurs perturbations humaines. Et on peut mentionner l'eutrophisation, on peut mentionner les plus acides, des apports excessifs de métaux traces ou de métaux lourds, il y a la coupe forestière. Alors il y a une suite de stress. Cependant, ces problèmes-là souvent sont des modes, c'est-à-dire que la mode passe, mais le problème, lui, persiste. Il y a de très bons exemples de ça. L'eutrophisation, par exemple, qui était perçue comme un problème dans les années 60-70. On en parle très peu maintenant, mais ce problème-là s'est aggravé probablement au Québec depuis les années 60-70. Si on regarde l'évolution des lacs dans la zone habitée, les conditions sont pires qu'elles étaient dans les années 60. On en parle moins, la mode a passé, mais le problème est resté. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le Myriophylle haiti. Alors, c'est une des manifestations du problème d'eutrophisation des lacs tel qu'il se développe dans les lacs des Laurentides. Alors, c'est une mauvaise herbe aquatique, cette plante-là, qui n'est pas indigène, alors qui nous arrive d'Europe, mais c'est une plante qui vit enracinée dans le fond des lacs. Et comme n'importe quelle plante terrestre, elle a besoin d'un sol, et d'un sol fertile surtout. Oyez, samedi le 19 août, nous comptons sur votre participation pour enlever les myriophiles devant votre résidence, sinon celle de votre voisin ou ami. Les riverains se réunissent annuellement. Ils le feront 2 fois cette année et se mettent à 200-300 personnes pour collectivement essayer d'enlever ces plantes-là. Dans une journée, ils ont réussi à enlever 40 ou 50 tonnes de plantes. Et c'est un très faible pourcentage des plantes qui sont présentes dans le lac. Mais à long terme, il n'y a qu'une seule façon. Et quand je dis à long terme, c'est sûr, je parle d'un intervalle de 50 ans, de 100 ans, mais il faut arriver à réduire l'érosion des berges et l'érosion dans le bassin versant. Et il faut diminuer les apports d'éléments nutritifs qui proviennent de fertilisants horticoles, d'installations septiques non conformes. Dans ce lac-ci, comme dans beaucoup de lacs des Laurentides, il y a une très grande partie du littoral, ici dans ce cas-ci 90 %, qui a été artificialisé, c'est-à-dire qui a été contenu dans des murets, avec très souvent de la pelouse qui arrive jusque sur le muret et jusqu'à la limite du lac. Et l'ensemble de ces facteurs-là fait qu'il y a une érosion excessive. Alors, il y a apport de particules fines. Et c'est justement ce qui crée le sol sous-marin que les plantes aquatiques aiment tant et dont elles ont besoin pour pousser. Les murs de pierre et les murs de ciment, ça réchauffe artificiellement la zone littorale dans l'eau. Vous connaissez le principe, ils ont ramassé de la chaleur pendant toute la journée. Alors pendant toute la nuit, ils vont fournir ce qu'on appelle une chaleur obscure, qui malheureusement est plus efficace encore parce que la longueur d'onde est plus longue et plus réchauffante encore pour l'eau. Alors ça a un effet de double réchauffement d'une pouponnière qu'on est en train d'exfisier. Quand je vous dis que la rive, c'est le lac, il y a une telle interdépendance entre la rive et le lac, ça se nourrit tellement que nous, on dit que ça fait partie du lac. Et il faut que les Québécois comprennent que ça fait partie du lac. Et là, il faut qu'on comprenne encore plus loin. Il faut aller à la tête
de ce qu'on appelle le bassin versant. C'est-à-dire, c'est les collines, les montagnes qui nourrissent, qui penchent vers le lac et dont les eaux nourrissent le lac. Et cette partie-là est aussi importante. Elle fait partie intégralement du lac. Il faut que le forestier sache que la goutte d'eau qui tombe au cœur de sa forêt, c'est la goutte d'eau du lac. Il faut qu'il sache que les pieds dans le lac, quand avec sa chainsaw, sa scie à chaîne, il coupe. Il faut qu'il sache qu'il a les 2 pieds dans le lac quand il fait ça. Et si on sait ça, on vient de gagner. Les impacts des coupes forestières sur les lacs concernent plusieurs milliers de lacs, probablement, dans les Hautes-Laurentides et plus au nord. À un point que l'on transforme ou qu'on change radicalement ces écosystèmes-là ou les propriétés. Cependant, les résultats de ces recherches-là sont très récents. Il y a certains lacs que j'étudie actuellement, on voit la coupe en arrière et ça avance par là. Alors, on ne peut pas étudier un lac indépendamment de son bassin versant parce que c'est vraiment son bassin versant qui lui confère son caractère chimique et biologique particulier. Alors, ça, c'est un lac et ça, c'est la coupe forestière. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie du bassin versant vraiment qui est affectée. Cette bande-là ne fait rien pour protéger vraiment le lac. Ça a une fonction qui est esthétique. C'est-à-dire que si vous êtes sur le lac et si vous pêchez, vous ne voyez pas qu'il n'y a plus rien en arrière. Une forêt, ça a 3 fonctions principalement. Ça permet de freiner l'eau pour qu'elle n'arrive pas trop vite en bas des pentes. Ça permet de filtrer l'eau. Cette eau-là, tranquillement, va descendre à travers l'humus, à travers le sol, les racines, et elle va être filtrée, ce qui fait qu'elle n'arrivera pas surchargée d'éléments nutritifs ou d'éléments minéraux. Et ça permet de rafraîchir l'eau. C'est-à-dire que l'ombrage qui est fourni par la futaie, par le feuillage du haut des arbres, fait que dans une forêt, tout le monde le sait, quand on se promène, c'est beaucoup plus frais. Alors, vous comprenez que lorsqu'on coupe à blanc, comme ceci, alors il n'y a plus rien qui va tenir à la prochaine fonte printanière, lors du coup d'eau de la fonte, qui va retenir les éléments nutritifs, les oligo-éléments qu'on appelle, les humus qu'il y a dans le sol forestier. Normalement, ce sol forestier-là, il peut aller facilement aussi épais. C'est brun, c'est de la matière organique, c'est plein de phosphate, plein de nitrates. À peu près exactement la même chose qu'on trouve dans une fosse septique. L'eau de la majorité des lacs des Laurentides a une teinte légèrement brune, comme vous pouvez voir là. Et on s'est rendu compte très récemment que les coupes forestières, entre autres, augmentaient beaucoup cette couleur-là. Alors, ceci affecte la pénétration de la lumière et affecte aussi la température de l'eau du lac, affecte les habitats d'eau froide pour les salmonidés et change beaucoup de choses, finalement, dans le lac. Certains lacs sont très sensibles. Alors, c'est un lac, ça, qui va devenir beaucoup plus brun qu'il ne l'était, où va apparaître des problèmes de pollution par le mercure. Et c'est un problème parce que vous savez que dans les lacs des Laurentides, le mercure est un problème chronique. C'est-à-dire que dans la majorité des lacs des Laurentides, les concentrations de mercure qu'on trouve dans le brochet, dans le doré, dépassent très souvent la limite recommandée pour la consommation occasionnelle même de poissons. On est ici à peu près au centre de la MSA Antoine Labelle, qui est un vaste territoire de 15 000 km², dont à peu près les 2 tiers sont en territoire non municipalisé, les terres publiques, là où se fait la coupe de bois sous CAF, là, sous contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier. Et il y a à peu près 5 000 km² qui est en territoire municipalisé. Donc c'est 22 municipalités, 35 000 de population pour les 22, c'est des petites municipalités. On se rend compte dans les 10 dernières années principalement, le retour de gens, des baby boomers, entre autres.
Évidemment que ces gens-là reviennent avec leurs intérêts, valeurs, objectifs, souvent qui sont reliés un petit peu à la quiétude, la qualité de vie, la quiétude. Et ces gens-là se trouvent, dans le fond, à côté de gens qui gagnent leur vie avec l'exploitation de la matière ligneuse. Alors ici, dans les années 94, la municipalité régionale de Comté a parti le projet de réglementer la coupe forestière dans les forêts privées. À ce moment-là, moi-même, je n'étais pas encore maire, mais je m'occupais activement de l'association du Grand Lac Nomineng. Et nous étions pour ce principe-là parce que nous croyions que nous étions pour avoir une meilleure protection de nos forêts privées grâce à ceci. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et ce que j'ai à vous conter va le prouver de plus en plus. Alors, dès l'année 1995, un contrôle intérimaire a été déposé. Ce contrôle intérimaire-là réglementait le pourcentage de coupe de forêt, mais ne faisait aucune différence entre les abords de lac ou le milieu d'une forêt vierge, ainsi de suite, en pleine montagne. Alors, comme il n'y avait rien de spécial pour le 300 mètres qui est autour d'un lac, nous avons décidé de dire qu'il n'y aurait pas de coupe commerciale dans ce 300 mètres-là. Un élément extrêmement important qu'on a établi dans le schéma d'aménagement révisé, c'est le droit de produire. Un petit peu à l'image du droit de produire au niveau agricole, on a dit au niveau de la foresterie également, compte tenu de l'impact. Quand on regarde au niveau de l'industrie manufacturière, primaire et manufacturière, 60 % des emplois sont reliés directement à la forêt. On ne peut pas nier ce phénomène-là. Surprise pour nous, quand on a déposé le règlement final, on obligeait les municipalités de couper 40 % sur le bord des lacs, où nous autres, on avait suspendu complètement pour savoir où on s'en allait. Le règlement du ministère de l'Environnement sur les bandes riveraines permet qu'on aille chercher 50 % des tiges. On était plus sévère que le règlement du ministère de l'Environnement. Maintenant, on a encore renforcé ça parce qu'on donne aux municipalités locales le pouvoir de décréter, de définir l'exploitation forestière qui va se faire dans le premier 150 mètres. Alors là, on est après à nous donner la permission, sur 8 lacs, de protéger 150 mètres. Mais nous avons près de 100 lacs dans la municipalité. Et c'est pas parce qu'un lac est petit, il n'est pas tellement habité qu'il ne doit pas être protégé. Les propriétaires de boisés privés qui nous disent, nous, c'est chez nous, on est propriétaires de nos affaires, on les a payés, nos lots. Chez nous, on peut faire ce qu'on veut. Et pire que ça, là, c'est la MRC qui a le pouvoir de faire la surveillance de ces règlements-là. Alors, il n'y a qu'un seul technicien pour faire une surveillance des coupes de bois sur 22 municipalités. Et il n'y a pas moyen de débloquer des sous pour mettre plus de personnel pour surveiller ça. C'est des milliers de lacs. On n'a pas de chiffre précis, mais ça se chiffre dans des milliers de lacs. Et des gens de l'industrie forestière sont prêts à travailler avec des normes. Mais ils disent qu'il faut que tu imposes les normes à tout le monde. Pas me les imposer qu'à moi, qui va me coûter plus cher pour produire, et que l'autre va tout défaire à côté. Alors, c'est ce qu'on veut, nous autres. On ne veut pas empêcher la production, mais on veut imposer des normes qui, tout en ayant le droit de produire, permettront aussi de conserver cette richesse qu'on a. Le propriétaire ici, je vais être franc avec vous, s'est rendu beaucoup trop près du ruisseau. L'inspecteur municipal l'a mis à l'amende et il a tout simplement averti l'inspecteur municipal qui lui enverrait très rapidement l'amende par la poste, qui, je crois, est de 500 $. Il est étonnant, il y a peut-être 25 ans, le ministère de l'Environnement du Québec
avait des programmes de suivi de plusieurs lacs, pouvaient même atteindre un millier de lacs, je crois. La plupart de ces programmes de suivi ont été complètement abolis au cours des années. En fait, maintenant, les personnes qui ont les meilleures bases de données sur la qualité générale de nos lacs, ce sont les chercheurs universitaires. En fait, les gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial, ont très peu de programmes de suivi de la qualité des eaux des lacs. Le ministère a déjà eu un programme de connaissance de la qualité des lacs dans les années fin 70, début 80. On a mis beaucoup d'énergie à connaître, à faire des diagnoses, à connaître. Chaque lac était bien étudié. Quand est arrivé le programme d'assainissement des eaux, les budgets ont surtout été alloués au réseau rivière. Au début des années 90, on a fait disparaître l'équipe du programme des lacs. On comprend toujours pas. Parce que ce groupe de fonctionnaires réussissait à animer 100 000 personnes qui se dévouaient corps et âme l'été. Au lieu d'aller à la pêche, ils faisaient des réunions pour aller rencontrer les conseils municipaux pour que les règlements sur les installations septiques pour la protection des rives soient appliqués. C'est incroyable. On commence un peu là aussi à vouloir remettre en branle un peu la connaissance lac, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises aussi par les groupes des gens du milieu là, pour effectivement mieux connaître la qualité de leur lac, compte tenu que le ministère n'a pas beaucoup d'outils encore, beaucoup d'informations qu'il peut fournir. C'est grave, hein? L'étude de ces lacs dans les cantons de l'Est est faite à coup de demandes de petits subsides au fédéral, au provincial, au municipal, payés au-delà de 15 des poches des bénévoles pour payer les échantillons. On ne peut pas gérer le suivi environnemental d'un pays à partir de bénévoles qui vont réussir à extirper quelques subsides à gauche et à droite. Il n'y a pas de profondeur dans de telles études. On dirait qu'il n'y a pas vraiment d'études qui nous disent « OK, les lacs du Québec sont de tel degré de santé, il y en a tant de pollués. » Il me semble qu'il n'y en a pas. Il y a des lacs qui sont en excellente santé, tandis qu'il y en a d'autres. Les bénévoles, les riverains, ils se battent contre les municipalités, les conseils municipaux pour sensibiliser les gens, puis ça va pas toujours bien. Les gens, des fois, ils veulent... Il y en a qui disent, ça fait 20 ans, il n'y a plus rien à faire. Bien, nous, notre job, c'est ça, c'est de les remotiver puis de leur dire, bien, regardez, il y a ça, puis ça, puis ça à faire. Puis moi, j'ai été très surprise que des gens, même en haut de la soixantaine, s'impliquent. Parce que souvent, ils disent, puis nous autres, on s'en va, puis, tu sais. Mais ils sont très intéressés. Puis là, depuis que ça, là, c'est là que j'ai été sensibilisé, puis j'ai pensé un peu plus, là, comme là, question de traiter la pelouse. J'ai du gazon neuf, là, puis moi, le faire quelque chose d'écologique au lieu de prendre des engrais qui peuvent nuire sur le bord du lac. J'arrose plus souvent, tout simplement, puis ça va donner la même qualité. Les résidents du lac Tomcod, je crois qu'ils sont très préoccupés par la santé de leur lac. Puis souvent, une des difficultés, c'est un manque de sensibilisation, un manque d'éducation. Les gens ne voient pas nécessairement l'importance de revégétaliser leur berge, par exemple. Mais c'est parce que quand on est arrivé sur le toit de l'eau d'Étlair, ça a très beaucoup changé. Je sais pas si c'est... Moi, je trouve ça écœurant, là. Je sais pas si le mot est exact, là, mais malpropre. Bien des fois, on allait juste nettoyer le bord de la grève, là, puis on se ramassait avec tous des petits picots rouges chez les jambes. Fait que c'est une genre de bactérie, là. Mais après ça, on est allé avec des bottes de caoutchouc. Là, depuis 2 ans, là, on touche pas à rien, là. Mon épouse et moi, là, on n'a plus le plaisir d'aller se promener, là. Sur le bord, tout ce qu'on voit, là, c'est... Je sais pas, c'est dégueulasse. Il y a plusieurs facteurs qui doivent être tenus en ligne de compte. Entre autres, ici, c'est un lac très peu profond. C'est un lac au maximum 2 mètres de profond. Ça veut dire que toute l'eau et les sédiments deviennent chauds l'été. Dans un lac qui est plus profond, les sédiments de la zone profonde vont demeurer très froids, vont demeurer aux alentours de 4 ou 5 degrés Celsius pendant tout l'été. Tandis qu'ici, ça va monter à 20-22 degrés. Le lac avait 45 pieds de profond dans le centre. Puis là, on a le 8 pieds et demi qu'on a eu dans le plus profond, la date des sondages. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Un lac comme le lac Tomcod, typiquement, son taux de sédimentation serait aux alentours de 4 ou 5 mm par année.
Alors, on n'a qu'à faire le calcul. Si ce lac-là a environ 1 mètre de profondeur moyenne, ça veut dire que à ce rythme-là, dans 200 ans, il n'y en aura plus. Je vous dis là, que c'est de valeur, là, mais quand on a pris les terrains, ici, moi, je restais à l'extérieur, puis j'ai dit, oui, je fais ça pour mes vieux jours, là, mais je prends ma retraite, là. Pas vieux encore, là, mais c'est en préparation de ça. Puis avoir accès au lac, là, un beau lac clair, j'aimerais ça. Nous, dans le fond, ce qu'on fait cet été, c'est premièrement, on échantillonne le lac. On voit s'il est dans une bonne condition ou pas. Puis sinon, on fait les tributaires, les ruisseaux qui entrent dedans. Puis on voit lesquels qui sont plus propices à amener du phosphore ou d'autres, même des coliformes. Et on essaie de remonter pour voir d'où vient le problème. Puis on se dit, oh, il y a une ferme là, fait que... C'est toute la nouvelle culture de l'agriculture moderne qui est à questionner. Et là, ça part là, du type de semences au type de nourriture, à la concentration, au type d'épandage. Ça questionne toutes les pratiques agricoles. On ne peut pas avoir pire méthode pour nos plans d'eau que ce qu'on a inventé pour surproduire. Ces engrais que l'on met sont des engrais qui sont sous une forme chimique, qui sont facilement dissolvables. Or, le meilleur solvant qui existe sur la planète, c'est l'eau. La plante va en prendre 10, 15, 20 %. L'autre 80 %, où est-ce qu'il va? Il va dans les eaux souterraines et il va dans les lacs et le fleuve. Hier, j'ai parlé avec une bénévole, puis elle m'a dit, j'ai vu un agriculteur qui a lavé sa machinerie, qui venait juste dépendre du fumier, à 30 mètres du ruisseau. Fait que ça tombe dans le ruisseau, ça s'en va directement dans le lac. Il n'y a aucun filtrage qui se fait. Lorsqu'on prend des techniques de surproduction agricole, ce que moi j'appelle carrément d'industrie agricole, c'est plus de l'agriculture, là. On parle vraiment d'industrie qui se fait dans des bâtisses que moi j'appelle les usines. Lorsqu'on parle de porcherie, je vais les nommer très clairement, ou de poulaillers, mais ils sont en moins grand nombre, que notre propre gouvernement subventionne pour faire cette agriculture sans sol. Imaginez-vous, on a inventé un concept au Québec, un concept d'agriculture sans sol. Vous comprenez que la concentration phénoménale d'excréments animaux dont on doit disposer, qui en plus de ça, on a le malheur de le mettre sous la forme liquide. Pour nous, au niveau environnemental, que ce fumier-là soit sous forme liquide, c'est encore pire. Parce que ça veut dire qu'elle va être plus disponible dans l'écosystème. Lorsqu'on va l'épandre dans un champ, s'il y a le malheur de pleuvoir dans les 24 heures qui suivent, vous en avez une quantité phénoménale qui va aller dans les fossés agricoles, après ça dans le fossé routier, dans les rigoles, les ruisseaux, et qui se ramasse dans le réseau hydrographique. Le drame, c'est de concentrer des milliards de mètres cubes dans différents endroits très, très précis, puis après ça, dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? » L'erreur, c'est pas d'avoir des animaux, c'est des surproduire et des concentrer. C'est la même chose par rapport à l'aquaculture, ce qu'on appelle l'aquaculture. Je crois qu'il y a au-dessus de 75 piscicultures au Québec de tailles très différentes. On a certaines très petites, d'autres très grosses. Et elles sont, je crois, distribuées un peu partout sur le territoire québécois. Et on pense qu'il y a quelques dizaines de lacs et de rivières au Québec qui sont affectés de façon sérieuse. On en connaît des exemples célèbres et spectaculaires, comme les lacs Forgeron, les lacs Aînés aussi, dans l'Outaouais. Dans le cas du lac Inné, de la pisciculture qu'il y avait avant sur les rives du lac Inné, une journée typique de juillet, la production d'éléments nutritifs qui se retrouvaient dans le lac, c'était l'équivalent de la production quotidienne qu'environ 1500 à 2000 riverains feraient s'ils étaient tous sur les bords du lac avec aucune installation septique ou quoi que ce soit. C'est l'équivalent en termes de rejet de phosphore, en termes de rejet d'éléments nutritifs,
c'est équivalent, sinon pire, que des porcheries. Alors, c'est très, très polluant pour les lacs. Ça, c'est très clair. Alors, le lac Forgeron est un assez petit lac qui reçoit des charges massives d'éléments nutritifs et qui montre des concentrations de plancton dans l'eau, d'éléments nutritifs, dépassent une centaine de fois les concentrations normales. Et ceci a conduit à une perte quasi totale de l'usage du lac par les riverains. La pisciculture, on la voit ici. Ça s'écoule dans un premier bassin, un deuxième, un troisième. Mais regardez par la couleur de l'eau qu'on a affaire à de la purée de pois. Là, ce n'est plus de l'eau ordinaire. Et pour bien voir le contraste, ça, c'est la rivière du Lièvre qui s'écoule un peu dans le lac Forgeron. Alors ça, c'est une eau normale, de couleur brunâtre, comme on a vu tantôt, là. Et ça, c'est le lac Forgeron, c'est la différence. Et là, on voit vraiment bien le contraste. Le problème est très aigu. Le Québec a fait un grand mouvement en environnement et en protection de l'eau avec son programme d'assainissement des eaux du Québec. Nous avons dépensé, avec nos valeureuses taxes, 6,6 milliards pour l'assainissement de nos eaux. Ça devait toucher 3 secteurs: les villes, les industries et l'agriculture. De fait, c'est le plan d'assainissement des eaux municipales qui a pris le gros morceau, les industries, très peu à l'agriculture. Si on a accepté collectivement d'aider les usines à moins polluer, d'aider nos villes, il faut aider nos cultivateurs. Nos lacs changent de plus en plus. Ils deviennent de plus en plus productifs. Certains disent qu'ils vieillissent, mais cette image-là n'est pas une image idéale parce que le vieillissement, ce n'est pas réversible. Le vieillissement, ce n'est pas un processus réversible, alors qu'on peut renverser ce processus-là en diminuant les apports d'azote, de phosphore au lac. Avec les décennies, avec les générations, on pourra récupérer l'usage des lacs et revenir vers des lacs qui ressembleront davantage à ce qu'ils étaient il y a 50 ou 60 ans. Il y a moyen de faire des pratiques agricoles qui soient respectueuses de l'environnement. On a un très beau cas ici d'un fermier qui prend soin, à cause de la proximité du lac, d'une part, mais d'autre part aussi pour assurer à sa clientèle un produit de qualité. Il prend soin de ne pas mettre de pesticides, pas d'herbicides, par une technique mécanique extrêmement simple. Il n'a eu qu'à étendre au sol des plastiques qui lui donnent l'avantage de pouvoir faire une croissance plus rapide parce que ça conserve la chaleur, ça conserve l'eau, donc moins de problèmes de sécheresse de la semence. Et en plus, ça empêche les mauvaises herbes, sans herbicides, ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Alors, c'est souvent uniquement des changements de pratiques en agriculture qui réussissent à donner des performances équivalentes, des fois meilleures, et qui, au niveau de l'environnement, ont un impact extrêmement positif. Je sais, Alain, que tu gères le drainage extérieur, tes fossés. Oui. Tu gères ça de telle façon qu'il y a érosion nulle, pratiquement. Pratiquement nulle. Il y a seulement les rats musqués qui peuvent changer la cadence à 2-3 %. Bon, c'est quoi le principe de base? C'est vraiment d'empêcher les animaux d'avoir accès à tous les cours d'eau inutilement, là, de carrément les fossés, tout ce qui est drainage de surface, empêcher que les animaux peuvent circuler librement dans ça. Il n'y a aucune machinerie qui vient en contact avec aucun fossé parce qu'il y a des passages à guide aménagés partout, soit des ponceaux, de l'empierrement, des ponts cimentés. Ça paraît bien insignifiant, ça, les passages à gué, mais on sait qu'il y en a plusieurs millions dans la province. Juste ici, j'en ai pas loin d'une vingtaine, puis c'est juste un petit lot de rien du tout dans la province, ça. Fait que ce soit au niveau forestier, au niveau agricole ou au niveau de propriétaires de terrain, un passage à gué, ça devrait être bien aménagé.
Et là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucun des fossés qui est dévégétalisé. C'est ça, absolument. Ça permet à l'eau de se filtrer naturellement aussi. Puis en plus, ça m'évite d'avoir de l'entretien régulièrement. Quand on ne faisait pas d'aménagement, on passait notre temps à réparer. Bon, le bord d'un fossé ici, le bord d'un fossé là, parce qu'il arrivait une crue des eaux, il fallait réparer. Nos passages partaient, il fallait les réparer. Quand c'est bien aménagé, ça protège l'environnement, c'est moins d'ouvrage, c'est plus esthétique, puis tu vas chercher le maximum de qualité d'eau. La façon d'entretenir les fossés est extrêmement importante et a des conséquences très, très graves par rapport au lac. On a changé en 30 ans le drainage du sud du Québec de façon catastrophique. En ce sens que le réseau routier, qui dans le sud du Québec est fort développé, doit avoir des fossés. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est la façon de les faire. Il y a une tradition depuis 30 ans, c'est qu'on nettoie au complet le fossé. C'est beau, c'est propre, pendant 5 mois, maximum. Et là, tout d'un coup, le printemps suivant, comme il n'y a plus de végétation, de petites racines pour tenir les talus, les côtés du fossé, ça s'effondre, l'eau prend ça en charge, et là, c'est les sédiments. Ces sédiments-là, c'est pas inoffensif, c'est un polluant. C'est un polluant de la façon suivante, on appelle ça, nous, le cholestérol de nos rivières et de nos lacs. En ce sens que, comme le cholestérol, il fait des dépôts qui finissent par bloquer l'ensemble des canaux de drainage, qui finissent par envaser le lac, qui vont boucher les pores des frayères. Alors, c'est la mort, évidemment, de tous les œufs et des alevins qu'il y a là, et la frayère est devenue inefficace. Alors là, on a un très bel exemple de la méthode d'entretien des fossés qu'on appelle le tiers inférieur. Le principe de la technique est très simple, c'est qu'au lieu d'enlever toute la végétation de haut en bas de chaque côté et de dénuder complètement les sols, de les mettre à nu, on conserve la végétation sur les côtés et on ne nettoie que la partie inférieure. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où coule l'eau. C'est l'endroit où on a besoin d'un canal propre pour laisser l'eau circuler, bien drainer la structure routière, mais en gardant la végétation sur les côtés. L'avantage extraordinaire, c'est qu'il y a stabilisation, il n'y a plus d'érosion, il n'y a plus de transport de sédiments. Mais il y a un autre avantage, et les ingénieurs du ministère des Transports de Sherbrooke s'en sont aperçus très vite, c'est que ça fait beaucoup moins de matériel à transporter, à enlever, à transporter. Alors, on sauve sur l'essence des camions, le temps homme. Alors, non seulement c'est écologique, mais c'est économique. Alors, les ingénieurs du ministère ont compris très, très vite. Il y a là un changement de mentalité. Les ingénieurs comprennent qu'un fossé n'est pas seulement un canal de drainage, mais est également un milieu de vie, dans lequel, en laissant la végétation, il y a plein d'animaux, des batraciens, des cybrinités, qui sont au début de la chaîne alimentaire du ruisseau vers où ça va et du lac, dans ce cas-ci, du lac vers où ça va. Il y a une foule de choses qui m'inquiètent quand je pense au lac du Québec. Il y a le fait que le problème d'acidification persiste et ce problème-là ne s'arrange pas avec le temps. Et les pluies sont toujours acides et les lacs qui sont situés sur le bouclier canadien, donc toutes les Laurentides, les hautes, les basses Laurentides et tout ça, sont particulièrement vulnérables à ces pluies acides-là. Il y aura encore au Québec entre 25 et 40 000 lacs qui vont demeurer biologiquement affectés par les pluies acides. Même si on a gagné au niveau industriel, le taux total de pluies acides qui arrive dans notre réseau hydrographique et sur nos lacs se maintient à cause de l'augmentation de l'automobile. Oui. Malgré l'accord de Rio, sur lequel le Canada a été un des signataires les plus émérites et les plus engagés, la réalité, 15 ans plus tard, nous prouve que tous les efforts qu'on était supposés faire n'ont pas été faits. Alors, les pluies acides, ce n'est pas ni un faux problème, ni un problème réglé. C'est qu'on n'a plus les argents et on n'a malheureusement plus les énergies pour en parler. Mais ça rentre parfaitement dans les problèmes qu'il faudra solutionner rapidement. En
termes d'étendue, Memphremagog est définitivement le plan d'eau qui prend le plus d'importance sur notre territoire. Le bassin versant couvrant presque les 2/3 du territoire de la MRC. Il prend aussi beaucoup d'importance à mesure où l'activité du lac Memphremagog, ou ce qu'il draine comme activité, est un élément très important de l'économie régionale. Et également, qui dit développement dit sensibilité environnementale. Et le lac étant la principale source d'eau potable pour à peu près 160 000 habitants, là, avec la région de Sherbrooke, bien, il est évident que c'est une préoccupation qui doit dominer les gestes ou les décisions qu'on va prendre. Il y a le changement, je dirais, du paysage du lac, qui est fondamental et qui, je pense, est très, très important. Je pense qu'un lac comme ça, l'ensemble des lacs en général, devrait représenter le havre de paix que, comme citoyen ordinaire, on n'a pas l'occasion de vivre continuellement parce qu'on est pris par le travail, on est près des villes, etc. Et je pense que ce type d'environnement-là devrait être justement le pendant de l'urbanisation. On a connu, et au grand désespoir de beaucoup de gens, on a vu l'érection de condominiums, de structures de 6 étages qui sont de nature à masquer finalement la vue du lac. Nous, on pense qu'il y a eu des efforts importants qui ont été faits et une certaine sensibilisation, certainement une volonté des élus, des décideurs de préserver ce qui peut être préservé. Le cas du marécage de Rivière-aux-Cerives est probablement le plus bel exemple. Un marécage qui est situé en territoire urbain, qui était très, très, très sollicité jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et les municipalités ont convenu de procéder à l'acquisition parce que juridiquement, on n'était pas à même de garantir la pérennité de cet équipement naturel-là. En l'espace de 40 ans, on est capable de faire vieillir un lac de 2000 ans. Mais c'est pas ça qui va mourir au Québec maintenant. C'est le plaisir qu'on a y être, c'est la capacité de récréation, mais de recréation, que normalement les riverains retrouvent sur le bord de leur lac. Et ça, au rythme où ça va, si on ne se prend pas en main, si les gestionnaires du territoire ne disent pas « Whoop », il faut que les lacs demeurent des lacs, des espaces de réelle détente. On a un sérieux problème. Ce qu'on vit aussi beaucoup, c'est la multiplication des moteurs, l'augmentation de la puissance des moteurs. Comparativement à ce qui se passait il y a une trentaine d'années, où lorsqu'on avait un moteur de 50 chevaux, c'était un gros moteur. Aujourd'hui, les moteurs font 100 chevaux, 150, 200 chevaux, des fois 600 ou 1000 pour des grosses embarcations avec des moteurs 4 temps. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de problème à ce point de vue-là, je ne pourrais pas le croire. Et j'ai lu des chiffres où on disait qu'aux États-Unis, où 10 % de la consommation d'hydrocarbures servait au motonautisme, causait autant de pollution que le 90 % d'hydrocarbures consommés par le parc automobile. Un moteur 2 temps flambant neuf, là, en très bonne condition, peut rejeter facilement entre 25 à 35 %, dépendant du modèle, dépendant de la grosseur, dépendant de la vitesse à laquelle on le fait fonctionner, de rejet direct dans l'air et dans l'eau d'essence non consommée. Il n'existe évidemment pas de réglementation là-dessus au Québec. Il existe un règlement assez paradoxal qui fait que si je versais ici une peigne d'huile dans le lac avec ma main, je serais mis à l'amende. Alors que si je pars avec ma motomarine ou que je mets 5 gallons d'huile à moteur dans ma motomarine et qu'à la fin de la journée, les 5 gallons sont disparus, je suis un bon citoyen. Le lac a, en termes de propriété, un potentiel ou un actif d'embarcation d'à peu près 2000 bateaux. C'est ce qu'on a estimé. Chaque propriété, en général, 2 bateaux.
un moteur et un non motorisé. On parle ensuite en termes locatifs, donc de marina ou de sites locatifs, on parle d'un autre 1000 bateaux, qui sont dans ce cas-ci généralement des bateaux amateurs. Et ensuite, on a les entrées sorties quotidiennes par les 8 quais ou sites d'accès public au lac, qui font qu'on n'a pas de statistiques sur une journée particulière, mais on a imaginé qu'il pouvait y avoir en même temps sur le lac, dans une journée comme aujourd'hui, un maximum de 3000 bateaux. Des fois, oui, il y a trop de bateaux, mais c'en est plus plaisant pour les gens. Ceux qui veulent juste venir relaxer ici, là, il ne reste plus beaucoup d'endroits, parce qu'il y a toujours des bateaux qui passent, toujours des bateaux qui font de la vague. Il y a des bateaux qui font du bruit aussi, il ne faut pas se le cacher. Et on a l'impression que le lac, finalement, est une espèce de terrain de jeu où ils vont faire ce que bon leur semble, puisqu'actuellement, il existe très peu de réglementation sur le comportement des bateaux ou des utilisateurs de bateaux. Alors, le lac devient une sorte de terrain de jeu. Ah, l'adrénaline, pousser tout le temps, faire de plus, tu sais. Plus t'en fais, plus tu vas aller, plus tu vas en faire plus. Moi, c'est sûr, c'est sauter les vagues, là. Moi, je considère ça comme un sport extrême. Quand j'ai un passager, je fais bien attention. Tout seul, là, moi, j'ai pas peur personnellement. Quelqu'un qui fait son affaire, il n'y a aucun danger. Il y en a qui nous aiment pas. Soit qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas. C'est beau, c'est grand, c'est propre. C'est calme aussi. C'est ça. On parle de la motomarine parce que c'est celle qui est peut-être utilisée par les plus jeunes, les plus inexpérimentés. La majorité de nos accidents, soit dit en passant, viennent de motomarines de location. La réalité, c'est que c'est souvent des gens inexpérimentés. C'est un engin extrêmement puissant et son plus grand défaut, c'est qu'il peut aller pratiquement partout sur un plan d'eau. Et plus vous allez vite, plus il fait du survol au-dessus de l'eau, donc il peut aller à très faible profondeur. C'est ce qui fait que des jeunes, des fois les plus vieux, mais on le remarque surtout chez les jeunes, peuvent passer dans les zones de baignade. Moi, j'habite dans la partie la plus étroite du lac et je vous assure que les bateaux ne ralentissent pas beaucoup quand ils arrivent en fait de chez nous. Surtout les sidous, là, si on n'interdit pas ça, veut pas, il va y en avoir de plus en plus. Et c'est la responsabilité des parents de voir à la sécurité des enfants. Je pense que, sincèrement, qu'il ne faudrait pas attendre un accident avant de se rendre compte qu'on aurait dû, aujourd'hui, voter contre les bateaux. Le conseil municipal d'Eastman et celui d'Austin ont conjointement convoqué la présente assemblée dans le but de connaître l'opinion de la population des environs sur un projet de résolution visant à interdire l'usage des moteurs à essence sur le lac Orford. Si en 1957, j'avais su qu'il y avait une interdiction de bateaux moteurs sur le lac Orford, je l'aurais acheté. Donc je considère que c'est un droit acquis, aussi bien que quand vous avez un terrain pour plus que 30 ans, que vous ne pouvez pas appliquer des nouveaux règlements. Donc je crois que c'est illégal ce que vous voulez faire. C'est certainement injuste, de toute façon. Je suis contre, évidemment, les embarcations moteurs sur le lac à essence, sur un petit lac comme le lac Orford, parce que c'est beaucoup trop petit et aussi parce que le lac Orford est un lac réservoir d'eau potable pour la municipalité d'Eastman. Les petits lacs de 1 km² et moins, c'est-à-dire 271 acres et moins, il ne devrait pas y avoir d'embarcation à essence. Bon, on ne dit pas tous les lacs, là. On n'est pas extrémistes, il ne faut pas charrier. Dans le cas des lacs réservoirs d'eau potable, on dit que tous les lacs en bas de 4 km², on a une responsabilité morale, je dirais, d'agir et de protéger la richesse commune que nous avons au Québec. S'il y a une pollution, s'il y a un problème particulier à un lac, les lacs ont toutes des caractéristiques différentes. Pareil comme dans un cabinet de médecin, accepteriez-vous qu'un médecin, sous prétexte qu'il va aller vite, il va donner la même prescription à tout le monde qui est dans son cabinet,
Non, il n'y aura pas un patient qui va accepter ça. Il va dire, moi, je souffre d'un certain malaise qui est différent de mon voisin. Les lacs, c'est la même chose. Deuxièmement, la sécurité sur le lac. On parle de limiter la vitesse à 60 km, mais si vous regardez la dimension du lac et vous faites circuler des bateaux à 60 km avec des gens qui font du ski nautique, alors ceux qui font du pédalo, ceux qui font du kayak, du canot, des dériveurs, des planches à voile, ils ne sont pas en sécurité. C'est pas vrai, ça, que si des règles sont établies qui ne peuvent pas être respectées, c'est pas vrai. C'est des mesures draconiennes, des mesures de coupe à blanc qu'on vous propose. Puis, je trouve que c'est vraiment excessif. C'est pas tolérable d'enlever à des gens une plaisance, une jouissance. Ils ont un lac, uniquement parce qu'on dit que c'est pas possible. C'est pas vrai. Alors, nous parlons de 450 entreprises. Nous parlons de revenus générés pour la province de Québec d'1,5 milliard. Nous parlons de 2 millions de plaisanciers, 1 million d'embarcations au Québec. Alors, c'est une industrie avec 8 000 emplois directs et 12 000 emplois avec les non directs, si vous voulez, ou les partiels. Alors, je pense que c'est une industrie qui est très, très importante au niveau de la province de Québec. Puis je vous demande de bien penser qu'aujourd'hui, si vous votez pour la restriction, vous allez nous priver d'une activité qui est une activité sportive raisonnable, respectueuse des autres, une activité qui nous tient beaucoup à cœur. Beaucoup de gens qui sont des amateurs de loisirs plus doux, là, qui vont faire du canotage, de la voile ou autrement, qui vont choisir des journées la semaine ou des fins de semaine un peu hors saison pour pratiquer leur activité comme ils l'aiment, parce que ce milieu-là de bruit motorisé est vraiment agressant. Je pense qu'il faut prendre conscience que les lacs sont un territoire où on vit en société. Et la notion de liberté totale, de pouvoir en faire ce qu'on en veut, c'est une notion qu'on doit faire disparaître. Puis il faut qu'on responsabilise tout le monde là-dessus. Je pense que ce qui nous manque actuellement, c'est un règlement cohérent, très, très simple, qui explique aux gens quel comportement adopter les uns envers les autres, afin de créer un milieu de vie qui soit intéressant pour tout le monde. Il ne s'agit pas ici de faire une discrimination, d'éliminer certains types d'usagers. Je pense que le lac, c'est une propriété publique. Il s'agit de faire une part, je pense, équilibrée entre les types d'usagers selon leurs objectifs, selon la nature du plan d'eau et selon la taille du plan d'eau. Oui, bien en fait, c'est l'objectif qu'on a. On a initié en 1997 un projet de parc régional, pensant que c'était la meilleure solution pour avoir, avec une même structure, une gestion intégrée de l'ensemble des problématiques ou des responsabilités qu'on constate au fil des ans. Le parc régional permettrait de faire en sorte que les groupes intéressés au développement durable de la région puissent avoir un moyen d'action sur ce développement durable-là. Actuellement, il n'y a comme pas de cohérence dans le développement. Et le parc régional pourrait atteindre ces objectifs-là. Les objectifs étant d'assurer une protection de la qualité de l'eau, d'assurer une cohabitation harmonieuse de l'ensemble des utilisateurs, de favoriser une mise en valeur du plan d'eau respectueuse de ses contraintes et de préserver le caractère public. Et un des principes, c'est que pour répondre à ces objectifs-là, il faut que tous contribuent à sa mise en valeur. Alors qu'actuellement, il n'y a aucun mécanisme de contribution de l'ensemble des utilisateurs, tant sur le plan d'eau que de la ressource hydrique elle-même, que des utilisations riveraines qui sont faites. « 90% du territoire québécois est géré par 1200 quelques municipalités rurales. Il faut que les gens sachent ça. L'ensemble du territoire que vous voyez aujourd'hui, c'est géré par des municipalités rurales. Ce lac-ci, 6 municipalités autour du lac, dans 3 MRC différentes, dans 2 régions administratives différentes. Alors, vous comprenez que comme il n'y a pas d'harmonisation d'une gestion globale, ça donne un pouvoir exécutif à chacune des petites municipalités énorme. Le problème, c'est que les petites municipalités n'ont plus les moyens d'avoir l'information suffisante
pour bien connaître les lois, d'une part, et bien gérer l'ensemble de l'aménagement global de leur territoire. Il y a 16 lois qu'on doit appliquer, plus 11 lois fédérales, plus des règlements municipaux. Alors, vous comprenez, 3 paliers de gouvernement avec un total de 28 règlements et lois à appliquer. Il n'y a pas un inspecteur municipal au monde qui peut se débrouiller à travers ça. Le ministère de l'Environnement, par le décret de sa politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, a défini les responsabilités de chacun, là, des MRC et des municipalités. Les MRC sont tenus d'inscrire dans leur schéma d'aménagement le cadre de la politique avec toutes les normes minimales de protection. C'est ensuite les municipalités, via leurs règlements municipaux, qui voient leur application. Les municipalités s'occupent de tous les cas qu'on appelle privés. Tous les autres cas, c'est le ministère de l'Environnement qui émet alors les autorisations nécessaires lorsque c'est des travaux permis. Ici, nous sommes au bord d'un lac, dans la zone inondable. Et malheureusement, il y a eu un lotissement dans le secteur parce que, ou par difficulté d'interprétation de la loi environnementale pour la protection des milieux humides, ou parce que les nouvelles technologies donnent l'impression qu'on peut épurer des eaux usées dans des endroits pareils. C'est un sérieux problème à l'heure actuelle pour les inspecteurs municipaux d'être capables de gérer comme il faut ces cas limites. Je pense que la municipalité constate maintenant que la zone est non seulement humide, mais elle est carrément inondable. Des photos prises à la période d'inondation démontrent très clairement qu'on a un pied d'eau par-dessus tout le terrain que vous voyez ici. Alors, il est évident que la fosse septique d'un futur propriétaire se retrouverait carrément dans la zone d'inondation et lorsque l'eau se retirera, amènera au lac tout le jus qu'on y retrouve. C'est pas impossible là, que le ministère intervienne. Il s'agit que ce soit des cas quand même récurrents. On voit qu'il y a vraiment un problème, que la municipalité n'applique pas sa réglementation de façon correcte, là, laisse passer plein de choses. Le gouvernement sera en mesure d'intervenir dans des cas comme ça. C'est jouer à la police, c'est sûr que c'est pas toujours agréable. Et puis, on s'attend toujours que des années 2000, que les gens sont plus sensibilisés à la protection de ces milieux-là. Donc, c'est étonnant de voir les types de travaux qui se font encore, là, sans permission, sans autorisation. On était sur le lac, puis on voyait là, la pelle mécanique là, en train de creuser non, on n'a pas été sur la rive. Non, mais je veux dire quand même, vous avez une bande de protection de 10 mètres là, que vous pouvez assurer. Est-ce que vous avez les autorisations requises ici pour faire les travaux? Bien, disons que nos bornes sont là, on a fait rien juste chez nous. Bien, disons qu'on va demander à l'inspecteur de la place. Avez-vous le permis? Est-ce que je peux voir le permis qui vous a donné l'autorisation de venir travailler comme ça en ma femme qui l'a en haut, là, on va lui demander en haut. Les berges, là, on dit on n'a pas touché aux berges, là, on était on juste la sur le berge, bord. madame, c'est 10 mètres de profondeur. Oui, à partir des des plantes aquatiques, c'est ça. Okay. Donc, tout le 10 mètres là, a été nivelé. La végétation qui était présente a été détruite. C'était juste des petites branchailles. Nous autres, quand on a acheté le terrain de M. Létonneau, il nous a dit pas de problème. Vous n'êtes jamais allé voir la municipalité pour avoir le permis? Non, parce qu'on a regardé le voisin et qu'on a dit le voisin, mais écoute, c'est propre. Fait que nous autres, si on met ça propre là, mais... Ce qui est permis, c'est une fenêtre de 5 mètres de largeur pour vous donner accès au lac. Vous ne pouvez pas enlever détruire le reste de la végétation, il faut que ça reste intégral. Et là, ça va repousser de toute façon. C'est sûr que, bon, oui, c'est des travaux des fins privés. À l'heure actuelle, l'environnement n'a pratiquement que des mesures curatives. On attend que la gaffe se fasse, qu'on ait coupé les arbres, qu'on ait remblayé, et après, pas de problème, on va donner une amende.
Ça ne règle pas le problème sur le plan écologique et ça ne règle pas du tout le problème social des gens qui auraient dû savoir comment aménager pour ne pas faire de gaffe. On travaille avec moins de personnel, le budget, c'est pas toujours évident non plus. Bien souvent, hélas, on est pris pour éteindre des feux. J'ai un ami, un biologiste à l'environnement à Sherbrooke, et il m'a avoué, il dit, Jean-Claude, je fais un job de pompier. On ne va qu'aux urgences. Je n'ai plus le temps d'étudier les milieux fauniques qu'on doit protéger. Je n'ai plus le temps de conseiller mon chef de service, ni le ministre. Je vais faire les urgences environnementales, point à la ligne. On s'en va dans un cul-de-sac, là. Parce que pendant qu'on s'occupe des urgences, tout le reste se dégrade lentement mais sûrement. « 80 des gens vivent dans les villes au Québec actuellement. Ça veut dire que les concepts d'aménagement de territoire qu'on a maintenant au Québec, c'est très différent d'il y a 50 ans, c'est l'aménagement urbain. On ne nous a pas instruits à l'école comment s'implanter dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre schéma urbain et on le transpose dans la nature. Alors, c'est pour ça que quand on soulève la rive, comment traiter la rive, la première chose qu'il faut se dire, c'est que si je veux m'implanter de façon harmonieuse et garder le cachet naturel que je recherchais au départ, il faut surtout pas que je parte de mon asphalte en ville, qu'il y a le trottoir, la pelouse, les plates-bandes. Il faut surtout pas. Je vous présente les plantes indigènes que les associations de lacs proposent à leurs riverains pour stabiliser le bord. Je vous présente notre brise-glace, cette plante qu'on appelle le mérique baumier. C'est dans la famille des rhododendrons, la famille des bleuets. Cette plante a une faculté absolument extraordinaire. On peut la mettre sur une plage de sable et son feuillage fixe l'azote de l'air pour se construire les nitrates qui font son sol. Elle bâtit son sol à partir de l'air. La deuxième raison, c'est qu'il a un enracinement extrêmement touffu. Et ça finit par faire un extraordinaire tapis de racines. C'est pour ça qu'on l'appelle un brise-glace, c'est que les glaces ne sont pas capables de l'arracher. Ils vont le briser, mais ils ne réussissent pas à l'arracher. Il y a l'autre plante du milieu humide et qui, lui, va carrément dans l'eau. Il peut avoir 4 pouces d'eau. C'est dans la famille des iris. On connaît les iris, et c'est l'emblème, c'est le magnifique emblème floral du Québec. Vous avez devant vous l'iris versicolare, qui lui aussi a la vertu de stabiliser par ses racines le sol. Le troisième, dans les milieux humides, c'est dans la famille des saules. La grande force des saules, c'est leur capacité à faire des rejetons, mais une quantité phénoménale de rejetons. Alors, le système de bouturage naturel du saule fait que c'est une plante vedette pour nous autres. Et le premier geste que nous avons posé il y a 5 ans en achetant ce terrain, nous avions un mur de bois qui était en train de s'affaisser. Et si vous voulez voir le résultat aujourd'hui, on est 4 ans plus tard. Alors, le mérique que vous voyez ici ne fait que stabiliser le restant de mur qu'il y a là. On laisse tranquillement ce mur se décomposer dans les 15 prochaines années. Il n'y a plus aucun problème d'érosion. C'est capable de remplacer un mur n'importe quand. Je pense qu'on est encore suffisamment tôt dans le processus pour la plupart des lacs. Il y a des exceptions à ça. Mais on est suffisamment tôt où on a encore le temps de prendre les actions. Et je pense que on ne peut pas avoir meilleur laboratoire d'écologie des lacs
qu'au Québec. C'est ironique que les pays européens qui ont des façons de gérer leurs écosystèmes aquatiques, les modèles qu'ils utilisent, la plupart viennent du Canada. Et nous, on applique très peu ces modèles-là encore. Il y a très peu de politique générale de gestion des lacs au Québec. Je pense que on ne peut pas être mieux placé que nous pour avoir une gestion ferme des ressources aquatiques au Québec. La réalité est toute simple. Ce que tu as autour de toi se détériore. Ça ne donne rien d'aller chercher ailleurs. Alors, si en 30 ans, on a réussi à vieillir un lac de 2000 ans, les 30 prochaines années, ce lac-là, ça va être effrayant. Non, c'est très urgent. Un lac, c'est un milieu exceptionnel qui possède des valeurs qui ne sont pas chiffrables, vraiment. Combien ça vaut arriver sur le bord d'un lac calme, où il n'y a pas de bruit, où on peut voir les oiseaux, les plantes aquatiques. Ces choses-là n'ont pas de prix, vraiment. On ne peut pas le chiffrer en centaines de milliers de dollars ou en millions de dollars. Ça n'a pas de prix, ce n'est pas négociable, je pense. C'est une valeur qui nous appartient et qui devrait rester, qui nous est... qu'on ne peut pas perdre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on se laisse hypnotiser par la vague. Des fois, je me mets à regarder la vague d'un plan d'eau. Et là, on tombe dans la rêverie. Et j'ai l'impression d'être en contact avec une graine d'éternité. Ça me fait énormément réfléchir. Les Québécois, on n'a pas de statut de 500-600 ans comme en Europe. On n'a pas de pyramide de 4000, 5000 ans. Mais on a des lacs de 10 000 ans. C'est une méchante référence. Puis, moi, quand je regarde ça, j'appelle ça ma graine d'éternité. J'aimerais ça que nos gestionnaires de territoire, nos législateurs réfléchissent à ça. Je trouve que c'est un beau projet de société que de se dire je vais léguer aux enfants de mes enfants une graine d'éternité.